La journée avait commencé comme n'importe quelle autre, avec la routine habituelle qui semblait plus automatique qu'intentionnelle. En tant qu'ancien soldat, cette discipline reste avec vous, même dans la vie civile, entraînement matinal, petit déjeuner rapide, puis directement aux tâches de la journée. Tout cela était mécanique, mais sous ce calme, il y avait un sentiment agaçant que quelque chose allait changer, bien que je ne puisse pas dire exactement quoi. En y repensant, je me rends compte que ce sentiment était un avertissement auquel j'aurais dû prêter attention. Pendant des années, j'ai cru avoir construit une vie stable, mariage, un emploi sûr, une maison sécurisée. Mais la vie vous réserve des surprises quand vous vous y attendez le moins. Avec le recul, j'aurais dû voir les fissures avant que tout ne s'effondre, mais on ne peut pas changer le passé, et tout ce que l'on peut faire, c'est se préparer lorsque l'impact survient. Ce jour-là, j'ai été pris au dépourvu par une trahison que je n'avais jamais vue venir. Pendant mon temps au Moyen-Orient en tant que marine, j'ai survécu à 3 embuscades, chacune m'enseignant des leçons cruciales de survie. Premièrement, rester vigilant et anticiper les menaces. Malheureusement, j'ai manqué les signes avec Tracy et Stanley Croissant. Deuxièmement, chercher immédiatement un abri, ce que j'ai fait en me retirant dans ma chambre. Enfin, développer un plan pour vous extraire du danger. J'ai rapidement formulé un plan, en changeant de vêtements pour des tenues décontractées et en plaçant discrètement mon iPhone dans la poche de ma chemise pour enregistrer. Je suis allé dans mon dressing, j'ai récupéré une clé cachée dans une vieille boîte à chaussures étiquetée, Capitaine BC Ramsey USMC, et j'ai trouvé mon Beretta 9 mm du corps des marines à l'intérieur. J'étais marié à Tracy depuis 7 ans, avec 3 merveilleux enfants, Tyler, âgé de 7 ans, et des jumelles de 6 ans, Beth et Emily. Ma famille était mon monde, et j'essayais de faire en sorte que le travail n'interfère pas avec notre temps ensemble. Nous vivions dans une maison de 4 chambres dans un excellent quartier, nos parents vivaient à proximité et nous rendaient souvent visite pour voir les petits-enfants, et la sœur de Tracy habitait aussi tout près. La vie semblait parfaite jusqu'à ce que les enfants commencent l'école et que Tracy retourne au travail. J'aurais dû voir les signes, mais j'étais aveuglé par ma croyance en la loyauté de Tracy. Elle a commencé à s'habiller de manière plus provocante, notre proximité a diminué, et elle passait plus de temps au travail. Quand je lui en ai parlé, elle a éludé la question, disant que c'était une excellente opportunité de carrière qui nous profiterait financièrement. J'avais rencontré son patron, Stanley Croissant, plusieurs fois lors d'événements sociaux et de fêtes de Noël. Il était associé principal dans son entreprise, arrogant et irrespectueux. Je ne lui ai jamais fait confiance. Les rares fois où je rendais visite à Tracy au travail, il semblait possessif et réticent à la laisser quitter le bureau. Je n'avais pas prêté attention à la romance potentielle entre Tracy et son patron. Les choses se sont effondrées juste au moment où les jumelles terminaient la maternelle. Les enfants passaient le week-end chez mes parents et j'attendais avec impatience de raviver notre relation, mais quand je suis rentré ce soir-là, Tracy était déjà habillée, magnifique, visiblement prête pour une sortie nocturne. Waouh, tu es superbe. Si j'avais su que nous avions un rendez-vous, je serais rentré plus tôt. Laisse-moi juste quelques minutes pour me rafraîchir et je serai prêt. Où allons-nous ? Ai-je demandé avec un sourire. Tracy a souri d'un air suffisant, une expression qui ne lui convenait pas, nous n'allons nulle part. Moi, oui, mais pas avec toi, a-t-elle dit. J'étais stupéfait. Quoi ? De quoi parles-tu ? Ai-je demandé. J'ai un rendez-vous avec mon patron, Stanley Croissant, et ce n'est que le début. Dorénavant, il y aura de nouvelles règles. Stan vient me chercher et je vais passer la nuit avec lui dans une suite au centre-ville, et je reviendrai dimanche après-midi, dit-elle calmement. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ai-je crié. Calme-toi. C'est ainsi que ça va se passer. Je pars et je reviendrai dimanche, répondit-elle froidement. C'est n'importe quoi, si tu crois que je vais supporter ça, tu te trompes. Tu sors et ne reviens pas, dis-je, la colère montant. Non, Blake, je rentre à la maison. Nous restons mariés et je continuerai à vivre ici. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus. Si tu rends ça difficile, ce sera toi qui partiras. Ce serait dommage que le père de nos enfants finisse brisé en prison. Asseyons-nous, et je t'expliquerai les changements avant que Stan n'arrive dans 30 minutes. S'il doit t'expliquer, tu aimeras ça encore moins, dit Tracy avec assurance. Si ce connard se pointe, il se fera botter le derrière dans 31 minutes, répliquai-je. Tu ne voudras pas faire ça, prévint Tracy. Tu dois écouter ce qu'il peut te faire si tu ne coopères pas. Et il aura Max avec lui, son chauffeur et garde du corps. Max est grand, méchant et n'hésitera pas à t'envoyer à l'hôpital.
J'ai ressenti un sentiment familier de danger, comme si j'étais de retour au Moyen-Orient, pris en embuscade d'un côté par ma femme et de l'autre par Stanley Croissant. Ils avaient l'avantage et j'étais piégé. Je me suis faufilé devant Tracy et je suis monté à l'étage. Où vas-tu, a-t-elle exigé. J'ai besoin de me nettoyer. Je serai en bas dans 5 minutes, dis-je en essayant de retrouver mon calme. En tant que marine, j'ai appris 3 règles pour les embuscades: anticiper, se mettre à couvert et planifier une évasion. J'avais manqué la première avec Tracy et Stanley, mais je me suis retiré dans ma chambre, puis j'ai élaboré un plan. Je me suis changé en vêtements décontractés, j'ai réglé mon iPhone pour enregistrer et les glisser dans la poche de ma chemise. Je suis allé dans le dressing et j'ai récupéré une clé cachée dans une vieille boîte à chaussures marquée « Capitaine B.C. Ramsey USMC ». J'ai trouvé mon Beretta 9 mm du corps des marines, un pistolet qui m'avait sauvé la vie au combat. Alors que je chargeais l'arme, j'ai entendu Tracy crier depuis le rez-de-chaussée « Descends ici, Blake, ou tu vas le regretter. » J'arrive, serre-moi une bière, ai-je répondu en chargeant la chambre. J'ai glissé l'arme derrière ma ceinture et j'ai tiré ma chemise par-dessus, la rendant invisible. J'ai ensuite activé l'enregistrement du téléphone, l'ai remis dans ma poche et me suis préparé à affronter Tracy. J'étais déterminé à la laisser parler, à la faire révéler ses plans et comment elle voyait la situation, en utilisant les compétences d'interrogation que j'avais apprises chez les marines. Quand je suis entré dans le salon, Tracy était à la table à manger avec un verre de vin blanc et une bière fraîche pour moi. Il était temps, dit-elle. Nous devons parler avant que Stan n'arrive. On dirait que tu as beaucoup de choses à dire, Tracy. Dis-moi tout sur cette nouvelle réalité que je dois accepter, ai-je répondu. Elle a commencé, je veux que tu te souviennes que je t'aime plus que tout. Je veux vieillir avec toi et je ne veux pas te blesser. Je l'ai interrompu, plus de paroles douces, Tracy, appelle-moi juste Blake et je t'appellerai Tracy. Elle semblait offensée, mais continua, à partir de ce soir, les choses ont changé et tu dois l'accepter. Stan et moi avons une liaison depuis presque 7 mois. Ça a commencé par du flirt, et maintenant, nous sommes très proches. J'ai été flatté par son attention et cela a finalement conduit à plus. Visiblement, tu n'as pas pensé aux conséquences, dis-je. Je suis désolé, Blake, mais cela ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Tu restes la personne avec qui je veux passer ma vie, répondit-elle. Bonne chance avec ça, murmurai-je. Pourquoi avouer maintenant après des mois de mensonges, demandai-je. Nous en avions assez de le cacher. Nous voulons profiter de notre relation ouvertement, dormir ensemble, voyager et passer du temps ensemble en tant qu'amants. La seule façon de le faire était que tu l'acceptes, expliqua-t-elle. Bonne chance avec ça, répétai-je. Non, Blake, nous restons mariés. Tu dois juste accepter que je passerai du temps avec Stan, que je resterai la nuit avec lui, que je voyagerai et que j'assisterai à des événements. Ce sera bon pour nous financièrement. Pense aux avantages, des vacances, l'université pour les enfants, l'amélioration de la maison au bord du lac. Si tu penses que je veux quoi que ce soit payé avec cet argent, tu te trompes, rétorquai-je. Je ne suis pas une traînée, dit Tracy avec colère. Je suis un atout pour l'entreprise et je suis fier d'être la maîtresse de Stan. Cela ne durera pas éternellement, peut-être quelques années, puis les choses reviendront à la normale, ajouta-t-elle. Stan veut aussi être ton ami. Il croit que nous pouvons partager, tant que tout le monde obtient ce qu'il veut. Il sait que je t'aime et que je veux toujours que tu fasses partie de ma vie. Il pourrait même devenir un ami de la famille, peut-être un oncle pour nos enfants. J'étais furieux, mais je gardais mon calme. Il ne sera jamais autour de mes enfants, jamais, tu comprends, demandai-je. Pourquoi voudrait-il se rapprocher de ma famille? N'a-t-il pas la sienne? Stan est marié à une femme plus jeune d'une famille influente, mais elle ne peut pas avoir d'enfants, expliqua Tracy. Peut-être devrait-il adopter et rester en dehors des mariages des autres, dis-je. Stan veut ses propres enfants, un héritier pour son cabinet d'avocat. Il préférerait un fils, mais accepterait aussi une fille, répondit Tracy. Alors pourquoi n'utilise-t-il pas une mère porteuse et n'a-t-il pas autant d'enfants qu'il veut, demandai-je. Il en a parlé, répondit Tracy, mais il pense qu'il serait un terrible père. Il veut que tout enfant qu'il ait grandisse dans une famille aimante, ajouta-t-elle en baissant la tête. Je sentis ma colère monter. Alors, il veut te mettre enceinte et me faire élever son enfant? Ce ne serait pas illégitime, insista Tracy. Ce serait aussi mon enfant, et je les aimerais tout comme toi, parce que tu m'aimes. Le bébé porterait le nom de famille Croissant,
et Stan nous paierait beaucoup d'argent pour l'élever, couvrant toutes les dépenses jusqu'à ce qu'il termine l'université. Es-tu déjà enceinte ? Demandai-je. Non, répondit-elle, mais il veut que j'arrête bientôt de prendre la pilule. Je lui ai dit que je voulais que tu sois d'accord avec ce nouvel arrangement d'abord. Ça devient de mieux en mieux, murmurai-je. Tracy s'énerva. Arrête de dire ça, exigea-t-elle. Je sais que tu es en colère maintenant, mais nous espérons que tu t'y habitueras avec le temps. Avant que je puisse répondre, la sonnette retentit. Tracy se précipita pour ouvrir la porte, et son patron, Stan, entra, enroulant son bras autour d'elle et l'embrassant. Ça devient de mieux en mieux, dis-je à nouveau à voix basse. Comment l'a-t-il pris ? Demanda Stan. Pas bien. Je pense que tu dois lui expliquer les conséquences, répondit Tracy. Stan, un homme grand, légèrement en surpoids, avec des cheveux grisonnants, s'avança dans mon espace personnel, exsudant la confiance. Monsieur Ramsay, nous devons parler, dit-il fermement. Parler ? Je devrais te botter le derrière, rétorquai-je. Tu peux essayer, ricana-t-il, mais mon chauffeur sera sur toi avant que tu ne t'en rendes compte, et tu seras en prison ce soir. Alors pourquoi ne pas t'asseoir ? Je jetai un coup d'œil à l'homme imposant dehors à la porte, soupirai et m'assis à contre-séhure. Parfait, maintenant nous pouvons parler comme des gens civilisés. Votre femme a accepté d'être mon assistante personnelle, ce qui inclut certaines responsabilités supplémentaires. Nous avons apprécié notre relation pendant 6 mois, mais nous en avons assez de nous cacher. Vous allez avoir un nouvel arrangement. Je m'occuperai des besoins de Tracy la plupart du temps à l'hôtel ou au bureau, mais parfois à votre domicile lorsque vous n'êtes pas là. Tu penses que je vais accepter ça ? Je divorcerai avant de supporter cette merde, m'exclamai-je. Stan resta calme. Monsieur Ramsay, je vous suggère de reconsidérer cela. Je suis un avocat puissant avec le plus grand cabinet en ville. Si vous essayez de divorcer, je m'assurerai que vous perdiez tout, votre maison, votre argent et vos enfants. Vous paierez une pension alimentaire et une pension pour enfants pendant qu'elle continuera à profiter de la vie avec moi. Vous pourriez même finir en prison, perdre votre emploi, votre famille et vos amis vous tourneraient le dos. Je restais là, abasourdi, réalisant jusqu'où Tracy et Stan étaient prêts à aller. Stan savait que je n'agirais pas de manière imprudente maintenant. Il m'a averti que toute tentative de riposter entraînerait de graves conséquences, y compris des dommages physiques. Soyez sage et acceptez ce nouvel arrangement, conclut-il. Votre femme est une excellente assistante. Je me tournai vers Tracy et demandai, tu ferais vraiment ça ? Elle répondit, je ne veux pas, Blake, mais je n'aurai pas à le faire si tu coopères. Avec le temps, cela te semblera normal, et tu n'y penseras même plus. Toujours sous le choc. Je les regardais se diriger vers la porte, et juste au moment où ils allaient partir, je pris la parole, avant que vous ne partiez, j'ai quelques mots à dire. Agacé, Stan roula des yeux, fais vite. Je commençai, après quelques verres pour pleurer mon mariage, j'appellerai ta femme et je lui dirai tout. Ensuite, j'appellerai la sœur de Tracy, Lucy, et je la laisserai informer tes parents. Stan sembla surpris, ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. Que as-tu dit ? En demanda-t-il. L'ignorant, je continuai, demain matin, je changerai toutes les serrures. Ensuite, j'emmènerai Kate, au bout de la rue, dîner et danser. Elle flirte avec moi depuis des mois et jusqu'à présent, je n'y aurais jamais pensé, mais les choses ont changé. Tracy semblait blessée, Blake, tu ne peux pas faire ça. Je poursuivis, quand tu reviendras dimanche, tu trouveras toutes les affaires de Tracy dans le jardin. Ramasse-les avant que les arroseurs ne se déclenchent lundi matin. Stan devint rouge de colère, serrant les poings en réalisant que ses menaces n'avaient aucun effet. Tracy avait l'air peiné. Une dernière chose, ajoutai-je, lundi, je rencontrerai un avocat pour le divorce. Je déposerai une demande de divorce pour cause d'infidélité et je te nommerai, Stan, comme co-défendeur. Je te poursuivrai également pour aliénation d'affection et pour avoir enfreint les règles de ton cabinet. Même si les procès ne tiennent pas, ils te ridiculiseront publiquement et nuiront à ta réputation. Stan explosa de colère, jetant le sac de nuit contre le mur et s'avançant dans mon espace personnel, me donnant des coups dans la poitrine. Je résistais à l'envie de riposter. Écoute, homme trahi, gronda-t-il, tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Je suis Stanley Croissant, chef du plus grand cabinet d'avocats du comté. Je pourrais te détruire légalement en une journée. D'ici à ce que j'arrive à l'hôtel, tu seras arrêté pour des accusations fausses.
Tu penses pouvoir me combattre? Tu ne peux pas. Je connais la police, le procureur, les juges, ils me doivent tous des faveurs. Si tu dépasses les bornes, ta vie sera finie. Stan était lancé, et je le laissais continuer. Si tu sors avec Kate demain, la police t'arrêtera, trouvera des pilules dans ta voiture et tu passeras des années à te battre contre ces accusations. Aucun avocat ne prendra ton cas contre moi et je continuerai à profiter de ta femme pendant que tu seras ruiné. Tu comprends, homme trahi? Je te crois, répondis-je sarcastiquement. Stan me fixa, montre un peu de respect, appelle-moi monsieur ou maître Croissant. Encore une insulte et Max t'apprendra les bonnes manières. Il essaya de me frapper, mais je le frappai en premier, le poussant sur le canapé. Tracy se précipita à ses côtés tandis qu'il criait, « Tu vas payer pour ça. » « Max, viens ici. » La porte s'ouvrit, et Max, un homme imposant et intimidant, entra dans la pièce. « Oui, monsieur Croissant, dit-il. Occupe-toi de lui, ordonna Stan, et Max s'avança vers moi. Tracy essaya de protester, mais Croissant la fit taire d'un geste. Je m'attendais à des ennuis quand Tracy avait mentionné que Croissant amènerait son garde du corps, alors je restai sur mes gardes. Max balança son poing vers ma tête. Au moment où la douleur me frappa, je me demandais si j'aurais besoin d'un nouveau tapis pour les taches de sang. Max hésita, incertain de devoir continuer à me frapper, et regarda Croissant pour avoir des instructions. Frappe-le, Max ordonna Croissant. Réalisant que je ne pouvais pas encaisser davantage, je provoquai Max en disant, « Tu frappes comme une fille. » Blessé dans son orgueil, Max se prépara à donner un autre coup. Avant qu'il ne puisse réagir, j'arrivai à me défendre, et la situation prit une tournure soudaine et choquante. Max sembla stupéfait en réalisant qu'il était en train de perdre dans un combat d'armes. Tandis qu'il cherchait maladroitement son arme, je l'avertis d'arrêter et la tension dans la pièce augmenta encore. Je rampai, attrapai son arme et la mis dans ma poche. « Combien de respect penses-tu que j'ai pour toi ?» demandai-je à Max. Il secoua la tête. « Exactement aucun, dis-je. Aucune raison de ne pas te détruire, n'est-ce pas ?» Max grogna de douleur. Je lui dis que si je ne l'emmenais pas rapidement chez un médecin, il pourrait ne pas s'en sortir. Alors que je me concentrais sur Max, Tracy cria soudain un avertissement et je me retournai juste à temps pour voir Croissant s'approcher avec un tisonnier. Instinctivement, j'essayai de le bloquer avec mon bras, mais la force du coup me laissa dans une douleur intense. L'arme tomba au sol, et dans ce moment de tension, j'arrivai à l'attraper en premier, évitant une escalade supplémentaire. « Où est ton téléphone ?» demandai-je. Croissant hésita, puis pointa la poche de son manteau. Je sortis le téléphone et lui ordonnai de le déverrouiller. D'une main tremblante, il obéit. « Appelle ta femme en FaceTime, ordonnai-je. La femme de Croissant répondit, confuse, « Stanley, pourquoi tu m'appelles? Qui est-ce? » Madame Croissant, dis-je, je suis Blake Ramsay. Vous ne me connaissez pas, mais votre mari connaît bien ma femme, Tracy. Ils ont une liaison depuis des mois. Sa surprise fut évidente lorsque je lui montrai le visage de son mari à terre. « Oh mon Dieu !» cria-t-elle. « Ne lui faites pas de mal. » Madame Croissant, expliquai-je, votre mari et ma femme avaient prévu un week-end ensemble. Quand j'ai protesté, il a fait appel à son chauffeur pour s'occuper de moi. Malheureusement pour Max, j'ai dû me défendre. Elle balbutia, Stanley m'avait dit qu'il travaillait à Palm Springs ce week-end. Il a menti, répondis-je. Il est ici avec Tracy, prêt à passer le week-end avec lui. Je lui montrai Tracy, pâle et tremblante sur le canapé. Voilà ce qui se passe réellement, Madame Croissant. Après une pause, elle murmura, je suis surprise aussi. Je dois y aller maintenant, la police sera bientôt là. C'était un plaisir de parler avec vous, dis-je en jetant le téléphone de côté. En me tournant vers Croissant, j'ajoutai, eh bien, maintenant ta femme est au courant de tes petites activités annexes. Que avais-tu prévu de faire si je le lui disais? Envoyer Max et ses amis après moi, n'est-ce pas? Croissant ne répondit pas, trop concentré sur le fait de serrer sa jambe blessée alors que du sang s'infiltrait à travers son pantalon. Je vais être clair, Croissant. Je dis d'une voix basse, si tu envoies quelqu'un après moi, je les détruirai, puis je viendrai te chercher. Compris? Croissant hocha la tête, pâle et en sueur. Puis je remarquai une odeur nauséabonde. Tu viens de te faire dessus, demandai-je en me moquant de lui. Tracy semblait horrifiée par la tournure des événements. Tracy,
Apporte-moi ma mallette, demandai-je calmement en tenant toujours l'arme sur croissant. Nerveusement, elle alla la chercher, et je sortis mon ordinateur portable. Le tenant en l'air, je demandai, c'est cet ordinateur que tu allais charger avec des preuves, croissant? Il ne répondit rien. Je le retournai, le plaçai près de sa tête et tirai 2 balles dedans. Le coup de feu résonna dans la pièce, la remplissant de fumée. Penché vers lui, je murmurai à son oreille, essaie de le charger avec quoi que ce soit maintenant, connard. Satisfait, je me levai et me dirigeai vers la cuisine, mon esprit était en ébullition et ma tête me faisait terriblement mal. Je m'aspergeai le visage d'eau, réalisant que je pourrais avoir une commotion cérébrale. Quand je retournai au salon, tout le monde était encore à sa place. Ne bougez pas jusqu'à ce que la police arrive, il devrait être là d'une minute à l'autre, dis-je sarcastiquement avant de sortir sur le porche. Dehors, plusieurs voisins s'étaient rassemblés. L'un d'eux m'interpella, Blake, c'était des coups de feu? Oui. Quelqu'un a appelé les urgences, demandai-je, et quelques personnes levèrent la main. Le colonel Orson Sage, un ancien marine et mon meilleur ami, était parmi eux. Est-ce que tu es blessé, capitaine? Demanda-t-il avec inquiétude. Tu devrais voir les autres gars, répondis-je avec un sourire sombre en entendant les sirènes au loin. Colonel, l'appelai-je, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, capitaine, répondit-il en montant sur le porche. Aide-moi à décharger mes armes et à les poser sur la table. Je ne veux pas en tenir une quand la police arrivera, dis-je en lui tendant l'arme de Max. Le colonel désarma rapidement les armes et les posa sur la table. Kate, une voisine, remarqua mes blessures et s'approcha pour aider. En me tournant vers le colonel, je dis, j'aimerais pouvoir tout expliquer, mais il n'y a pas de temps. J'ai eu une altercation avec le petit ami de ma femme, un avocat puissant. Il a menacé de cacher des pilules dans ma voiture et de me faire arrêter. Après tout ça, pourrais-tu cacher ma voiture si le garage n'est pas bouclé? Le code est mon adresse. Oh, on s'en occupe, capitaine, répondit-il. Kate ajouta, Blake, tu n'as pas l'air bien. Ma tête tourne, avouai-je. Peut-être que j'ai été frappé plus fort que je ne le pensais. Kate, aide-moi à m'asseoir, dis-je juste au moment où 2 voitures de police arrivèrent, sirènes hurlantes. Les officiers se frayèrent un chemin à travers la foule, armes dégainées. Le colonel les assura qu'il n'y avait aucun danger immédiat et leur montra les armes déchargées sur la table. Un officier me regarda et dit, vous avez besoin de soins médicaux. 2 ambulances arrivèrent, et les secouristes se précipitèrent dans la maison pour s'occuper de Max. Pendant ce temps, ma tête tournait de plus en plus, et Kate me dit de m'allonger. Un secouriste examina mon visage et mon bras, suspectant une fracture. Je perdis connaissance et ne me souviens que vaguement de Max étant transporté sur une civière et de Croissant boitant jusqu'à l'ambulance. Une policière escorta ensuite Tracy vers une voiture de police. Elle s'arrêta en me voyant allongé sur le porche, les larmes coulant sur son visage en voyant mon état blessé. Blake, je suis tellement désolé, ce n'est pas ce que je voulais, pleura Tracy. Je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. Elle tenta de me toucher, mais je la repoussai, va au diable, Tracy, dis-je froidement. Son accompagnateur l'escorta rapidement jusqu'à la voiture de police. Je ne sais pas si je me suis évanoui ou si le secouriste m'a administré quelque chose, mais j'ai été inconscient pendant 3 jours. Quand je me suis réveillé, ma vision était floue, mais je vis une infirmière qui ressemblait à un ange vêtu de blanc, bien qu'elle s'avéra avoir environ 60 ans. Monsieur Blake, pouvez-vous m'entendre? Demanda-t-elle. Je suis tellement contente que vous soyez de retour parmi nous. Je dois être dans un hôpital, dis-je faiblement. Oui, confirma-t-elle. Vous êtes à l'hôpital général, merci. Vous avez dormi pendant 3 jours. 3 jours, m'exclamai-je. Oui, je vais chercher le médecin, détendez-vous. Je m'appelle Rose, dit-elle gentiment avant de partir. Seul, j'évaluais mes blessures, mon avant-bras droit était dans un plâtre, mon visage était bandé, et mon œil gauche et mon nez étaient douloureux au toucher. En plus de ces blessures, j'étais relié à des machines, dont une perfusion saline et un brassard de tensiomètre. J'avais aussi une sonde urinaire. Rose revint avec le médecin qui se présenta comme le docteur York. Il m'expliqua que j'avais une fracture de l'avant-bras, un nez cassé et un œil au beurre noir. Il m'avait gardé sous sédation en raison d'une légère commotion cérébrale. Comme il était tard, il me donna quelque chose pour m'aider à dormir jusqu'au matin. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai trouvé mon poignet gauche menotté à la rambarde du lit.
C'est quoi ce bordel, m'exclamai-je en tirant sur la menotte. Détendez-vous, monsieur Ramsay, dit une voix de l'autre côté de la pièce. Un homme d'âge moyen en costume se présenta comme le détective sergent Hardman. Nous étions inquiets que vous essayiez de fuir. Fuir dans cet état? Pourquoi fuirais-je, demandai-je, perplexe. Vous êtes en état d'arrestation, répondit calmement Hardman. Pourquoi, demandai-je, choqué. Agression avec intention de commettre un homicide, agression avec une arme mortelle, et plusieurs autres chefs d'accusation, y compris décharge illégale d'une arme à feu. Ces accusations ont été portées par Stanley Croissant au nom de lui-même, Max Angelo et votre femme Tracy, expliqua-t-il. J'aurais dû m'en douter, marmonnai-je. Le détective m'informa de mes droits puis quitta la pièce. Rose revint discrètement pour vérifier mes signes vitaux. Je lui demandai si elle était au courant des menottes et elle confirma, s'excusant doucement. J'essayai d'alléger l'ambiance en plaisantant sur le fait de l'inviter à dîner une fois que tout cela serait terminé. Plus tard, le docteur York me rassura sur le fait que mes blessures guériraient et mentionna que je serais bientôt transféré dans une autre chambre avec un autre médecin. Peu après, le détective Hardman et des brancardiers me transportèrent au 3e étage, passant devant un garde de police. Une fois dans ma nouvelle chambre, les menottes furent retirées, et je fus reconnecté aux machines. Avant de partir, Hardman m'informa que je comparaîtrais en justice par vidéo dans quelques jours pour entrer un plaidoyer. Il ajouta qu'il organiserait une rencontre avec un avocat commis d'office pour moi. Allongé dans cette chambre d'hôpital, je réfléchis à la rapidité avec laquelle ma vie avait basculé. Je pleurais pour mon mariage et m'inquiétais pour mes enfants. Où étaient-ils? Que leur disait-on? Qui s'occupait d'eux? Je me demandais aussi ce qu'il adviendrait de mon emploi, ayant été absent pendant 4 jours sans prévenir. Le personnel de l'hôpital ne pouvait pas répondre à mes questions. Le 5e jour, un jeune avocat commis d'office nommé Sam Wilton me rendit visite. Il me présenta les chefs d'accusation contre moi, qui étaient les mêmes que ceux mentionnés par le détective Hardman. Il me demanda comment je comptais plaider et suggéra que je pourrais négocier avec le procureur si j'admettais certains chefs d'accusation mineurs. Je l'interrompis en disant, « Je ne suis coupable d'aucune accusation. » Sam sembla surpris, mais continua. Il m'informa que Tracy était restée chez sa sœur Lucie et que les enfants étaient avec elle. On avait seulement dit aux enfants que je serais absent pendant longtemps. Lorsque je demandai des nouvelles de mon emploi, Sam se proposa de contacter mon entreprise et d'expliquer la situation. En examinant les chefs d'accusation, j'en remarquai un pour violence conjugale. Sam expliqua que Croissant l'avait ajouté après que Tracy ait prétendu que je l'avais giflé, en montrant des photos de contusion sur son visage et son bras. Je protestai, je n'ai pas fait ça, mais Sam semblait sceptique. Je ne lui faisais pas assez confiance pour en dire davantage, craignant l'influence de Croissant. Sam, tu dois plaider non coupable pour moi, insistai-je. Il accepta à contre-séhur, mais me prévint que je devrais payer une caution en raison des accusations liées au coup de feu. Il semblait douter de mon innocence. Je ne mentionnais pas que j'avais des preuves prouvant la légitime défense, car je ne voulais pas que cette information parvienne à Croissant ou au procureur. À la place, je demandai à Sam de contacter mon oncle Jacques Carter, un avocat retraité de la marine, pour obtenir de l'aide. J'instruis Sam de garder cela confidentiel et d'informer seulement mon oncle Jacques des accusations et de mon plaidoyer. Plus tard dans la nuit, Sam me confirma que mon oncle arriverait bientôt et me conseilla de ne dire rien d'autre que « non coupable » lors du procès. Le lendemain, je fus traduit en justice par vidéo depuis l'hôpital. Je plaidai non coupable à toutes les accusations. Le procureur voulait que je sois détenu sans caution, mais le juge me permit de rester à l'hôpital pour 2 jours de plus avant d'être transféré en prison. La veille de mon transfert, mon oncle Jacques arriva. Il prit officiellement en charge mon dossier et obtint l'autorisation de me rendre visite. Le voir me fit pleurer, réalisant le poids de ma situation. Après une brève réunion, mon oncle Jacques passa aux choses sérieuses. Il organisa une discussion privée pour parler du dossier et me mit à jour sur les affaires familiales. Il me rassura que les enfants allaient bien et qu'il restait avec Lucie jusqu'à ce que la police ait terminé de fouiller la maison. Lucie était confuse, Tracy lui avait raconté ce qui s'était passé et les accusations portées contre moi, mais Lucie, me connaissant depuis des années, trouvait cela difficile à croire. Elle était soulagée que mon oncle Jacques soit là pour aider. Mon oncle Jacques me demanda alors ma version des faits. Dans une conversation à voix basse, je lui racontai tout, y compris comment Stanley Croissant,
Max Angelo et Tracy avaient probablement concocté une fausse version des événements après mon arrestation. Je lui révélai aussi que j'avais enregistré tout l'incident sur mon iPhone, caché dans un tiroir de la cuisine. Mon oncle Jacques ne montra pas beaucoup d'émotion, mais sembla soulagé qu'il y ait une preuve potentielle. Il me rassura, je serai ton ange gardien dans cette affaire. Concentre-toi sur ta guérison pendant que je construis ta défense et que je m'occupe de la caution. Je lui demandai aussi de vérifier que mes enfants allaient bien, et il promit de coordonner cela avec Lucie. Après ma sortie de l'hôpital, je fus transféré à la prison du comté. 3 jours plus tard, je comparus devant le juge, où mon oncle Jacques réussit à me faire libérer sous caution, bien que sous surveillance à domicile. Mon oncle Jacques avait loué une maison en ville dans une communauté fermée où je devais rester. Il y vivait aussi, et bien que je ne puisse pas quitter la communauté, au moins j'étais sorti de prison. Mon oncle Jacques était occupé à travailler sur l'affaire, y compris en engageant un détective privé pour suivre des pistes. Le défi le plus difficile était de récupérer mon téléphone de la maison sans risquer de problèmes juridiques. Il promit de trouver une solution, mais savait que cela prendrait du temps. Pendant ce temps, mon oncle Jacques créa de nouveaux comptes de téléphone portable pour nous deux, assurant ainsi que nous pourrions communiquer en toute sécurité. J'appelai mon voisin, le colonel, qui mentionna une activité étrange autour de ma maison. Quand je le dis à mon oncle Jacques, il suggéra d'inviter le colonel pour des bières et des steaks. Le colonel partagea qu'environ une semaine après l'incident, il avait vu 2 hommes en tenue sombre essayer de forcer la serrure de la porte du garage. Il appela les urgences, prit son chien et une batte de baseball, et les confronta. Surpris, les intrus reculèrent, mais le menacèrent. Le chien du colonel grogna et il prit une posture menaçante avec la batte, ce qui les effraya et les fit fuir dans un SUV noir avec une plaque d'immatriculation floue. La police arriva, prit un rapport, puis repartit. Je me rappelais la menace de Croissant de cacher des pilules dans ma voiture, alors j'étais soulagé que le colonel les déplaçait en lieu sûr. Le colonel avait une autre histoire. 2 jours après le retour de Tracy à la maison, il vit un SUV noir garé devant. 2 hommes parlaient à Tracy près du garage ouvert, en pointant vers l'endroit où ma voiture se trouvait habituellement. Après une brève conversation, ils entrèrent, puis repartirent 45 minutes plus tard. Le colonel nota le numéro de plaque du SUV. Mon oncle Jacques vérifia la plaque d'immatriculation avec ses sources et découvrit qu'elle était enregistrée au nom d'une entreprise appelée Unique Service, une agence de détectives privés. L'entreprise employait seulement José González et Miguel Ortega, 2 anciens policiers au passé douteux. José avait démissionné à la suite d'une affaire de vol, et Miguel avait été licencié pour falsification de documents. Le cabinet d'avocats de Stanley Croissant était l'un de leurs clients. Récupérer mon téléphone de la cuisine devint urgent. Mon oncle Jacques décida d'appeler Tracy, en lui suggérant une rencontre pour discuter de la résolution de la situation et éventuellement de l'abandon des charges. Tracy connaissait mon oncle Jacques des réunions familiales, mais elle était méfiante. Elle accepta de le rencontrer le lendemain, mais insista pour qu'un des assistants de son avocat soit présent. Mon oncle Jacques accepta. À 18h précises, mon oncle Jacques arriva chez moi. Tracy l'accueillit chaleureusement et ils échangèrent une brève accolade. Elle était habillée modestement, portant une jupe et un chemisier. Ses cheveux attachés en queue de cheval. À l'intérieur, un jeune homme nommé Gordon Merritt, un associé du cabinet d'avocats de Croissant, fut présenté. Ils s'assirent tous dans le salon, et Tracy proposa de préparer du café. Merritt suggéra de passer directement aux affaires, sortant un magnétophone. Oncle Jacques fit de même, et ils échangèrent un sourire. Oncle Jacques commença par exprimer ses regrets concernant la situation, déclarant qu'il avait toujours admiré Tracy et moi en tant que couple. Tracy répondit tristement, disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention que les choses dégénèrent à ce point. Oncle Jacques poursuivit en laissant entendre qu'il croyait aux accusations portées contre moi. Il mentionna que j'avais affirmé que Tracy et Croissant avaient une liaison, ce qui m'avait fait perdre le contrôle lorsque j'avais vu Croissant à la maison. Merritt intervint en déclarant que les preuves semblaient solides contre moi. Oncle Jacques suggéra que peut-être je n'étais pas dans mon état normal lors de l'incident, en raison de la conviction que Croissant emportait Tracy. Merritt considéra l'idée, mais dit qu'il ne l'envisagerait que si je plaidais coupable. Oncle Jacques répondit en demandant si toutes les charges devaient être admises ou si certaines pouvaient être réduites ou abandonnées. Merritt déclara qu'il devait consulter Croissant, qui avait de l'influence auprès du procureur et pourrait préférer une résolution plus discrète pour éviter de nuire à sa réputation dans les affaires.
Avant de partir, oncle Jacques rappela à Tracy que j'aimais et que mes enfants me manquaient. Il l'a mis également en garde, en disant que si mon histoire était prouvée vraie, elle pourrait faire face à des accusations de parjure et d'obstruction à la justice. Il adressa un avertissement similaire à Merritt, en suggérant que s'il soutenait sciemment un récit mensonger, il pourrait également être poursuivi. Sur ce, oncle Jacques se leva et demanda s'il pouvait prendre un verre d'eau. Tracy lui indiqua la cuisine, ignorant que récupérer mon téléphone caché était le véritable objectif. Oncle Jacques se rendit à la cuisine, s'assurant de ne pas être vu depuis le salon. Il ouvrit bruyamment le réfrigérateur, puis fouilla rapidement dans le tiroir près de l'évier, trouvant mon iPhone caché parmi les torchons. Il le mit dans sa poche, se servit un verre d'eau glacée, et revint dans le salon environ 2 minutes plus tard. Avant de partir, oncle Jacques demanda à Tracy si elle avait quelque chose à ajouter. Tracy regarda nerveusement Gordon Merritt, qui répondit « Nous n'avons rien à ajouter pour l'instant, monsieur Carter. Nous vous informerons de tout changement concernant les charges, et vous devrez coopérer si vous voulez que cette affaire soit réglée. » Oncle Jacques les remercia pour la réunion et partit. Il ne ramena pas l'iPhone au pavillon, mais le fit plutôt analyser par Digital Analysis Solutions, DAS. Il expliqua l'importance des enregistrements vidéo et audio pour ma défense, et DAS accepta de s'en occuper avec soin. Ils promirent de le recontacter sous quelques jours. Lorsqu'oncle Jacques et moi avons rendu visite à DAS, ils avaient transféré toutes les données du téléphone sur leur serveur. Ils ont trouvé la vidéo cruciale et en ont fait plusieurs copies, s'assurant qu'elle ne pouvait être ni perdue ni altérée. Nous avons regardé la vidéo, qui montrait clairement les événements, y compris Max pointant une arme sur moi, malgré certaines sections floues. DAS a également découvert 97 emails non ouverts et 64 messages textes envoyés après l'incident. La plupart provenaient d'amis et de la famille, mais un message suspect contenait 27 photos qui se seraient automatiquement téléchargées dans les fichiers photos de mon téléphone si je les avais ouvertes. Il semblait que Croissant avait essayé de placer des preuves après que j'avais détruit mon ordinateur. Oncle Jacques remercia DAS et décida de laisser le téléphone avec eux pour plus de sécurité, emportant quelques copies des vidéos avec lui. En examinant les preuves, oncle Jacques réfléchit aux prochaines étapes. Il se demanda s'il fallait présenter les preuves au procureur maintenant, ce qui pourrait mener à l'abandon de toutes les charges et possiblement impliquer Croissant, Max et Tracy. Cependant, si l'influence de Croissant était aussi forte que soupçonnée, le procureur pourrait faire disparaître l'affaire discrètement. Alternativement, nous pourrions attendre jusqu'à l'audience, où l'accusation présenterait son cas, puis révéler nos preuves, forçant le procureur à poursuivre les conspirateurs pour parjure, obstruction à la justice et plus encore. Cela signifierait une peine de prison significative et une meilleure chance d'obtenir la garde de mes enfants. Quand oncle Jacques me demanda comment je voulais procéder, je répondis « Brûlons-les tous ». Il fut satisfait. « J'espérais que tu dirais ça, Blake. Je veux les exposer publiquement et avoir mon moment Perry Mason au tribunal. » Avec 3 semaines avant l'audience, oncle Jacques se concentra sur la préparation de notre dossier. Il nota que révéler la vidéo trop tôt pourrait conduire à sa suppression, alors il décida de la garder secrète jusqu'au moment opportun. Une semaine avant l'audience, oncle Jacques prit un bref congé pour retourner à San Francisco pour ses obligations judiciaires et un peu de temps en famille. Pendant ce temps, je reçus un appel du garde de la porte m'informant que Tracy était à la porte, demandant à me voir. J'appelai immédiatement oncle Jacques, qui me conseilla « Si elle veut parler, écoute-la, mais sois poli et ne la touche pas, souviens-toi qu'elle est dangereuse. » « Ne t'inquiète pas, oncle Jacques, elle est comme du poison pour moi maintenant, répondis-je. « Tu sais ce que tu dois faire, dit oncle Jacques. »« Oui, oncle Jacques, je le sais, confirmai-je. » Après avoir terminé mon appel avec oncle Jacques, je contactai la sécurité et leur demandai de laisser Tracy passer. En quelques minutes avant son arrivée, je rangeai rapidement le pavillon. Je retirai les papiers juridiques de la table de la salle à manger et les jetai sur le lit, ramassai les canettes de bière, nettoyai la cuisine et chargeai le lave-vaisselle. Je mis un pantalon docker et un polo en tricot, peignai mes cheveux et laissai ma barbe de 3 jours, ce qui me donnait un air plus sérieux. Quand Tracy frappa à la porte, je l'ouvris. Elle avait l'air superbe, manifestement elle avait fait un effort pour son apparence, portant une jupe plissée rouge et un pull en cachemire rose, ses cheveux coiffés en un chignon lâche et son maquillage était subtil. « Entre, Tracy. » Je lui dis, « Tu es superbe. »« Merci, Blake. »« Toi aussi, tu as l'air bien, répondit-elle en complimentant ma silhouette mince.
J'ai eu le temps de faire de l'exercice et de manger plus sainement, dis-je en l'invitant à s'asseoir sur le canapé. Je lui apportai un verre de vin blanc et m'assis avec un verre de vin rouge. Après quelques gorgées, je lui demandai pourquoi elle voulait me voir. Blake, malgré tout, je t'aime toujours. Je n'aurais jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. Je pensais que tu accepterais ma relation avec Croissant et que nous pourrions avoir beaucoup d'argent et une bonne vie. Avec le temps, les choses seraient redevenues normales. Je suis désolé d'avoir ruiné tes plans, répondis-je sarcastiquement. Ce n'était pas mon plan, c'était celui de Croissant. Il pensait qu'il pourrait t'intimider comme il le fait avec les autres. Aucun de nous ne s'attendait à ce que tu ripostes. Il m'a sous-estimé, dis-je. Sortant de nulle part, Tracy demanda, où est ta voiture? Je souris légèrement. Je l'ai déplacée quand Croissant a menacé d'y mettre des pilules. Au fait, que faisaient ces hommes à la maison après ton retour? Ils semblaient intéressés par le garage et ma voiture disparue. Tracy hésita avant d'admettre, il voulait placer des preuves. Je ne le voulais pas, mais Stanley a insisté. Tu ne sembles pas gêné de monter des preuves contre moi. Si tu m'aimes vraiment, dis simplement la vérité et les accusations seront abandonnées. Je ne peux pas, Blake. Je suis trop impliqué. Stanley contrôle tout. On dirait que je n'ai pas de chance, commentai-je. Puis-je demander, et l'accusation de violence conjugale? J'ai vu des photos de tes blessures, mais je ne t'ai jamais touché. Tracy expliqua, c'était l'idée de Stanley. Il a inventé une histoire où tu es devenu fou, nous accusant d'avoir une liaison et m'attaquant. Max a essayé d'aider, mais tu l'as abattu pour rendre l'histoire crédible. Stanley m'a frappé pour créer les blessures. Nous avons répété l'histoire depuis. Je suis désolé, Blake, ajouta-t-elle. Je ne voulais pas que ça arrive. Je veux que les choses redeviennent comme avant. Ça n'arrivera pas, dis-je. Tracy proposa alors une solution, Stanley sait que tu souffres de stress post-traumatique. Il veut que tu plaides coupable sur cette base. Il utilisera son influence pour te faire admettre dans un hôpital pour vétérans pour un traitement. Dans 1 an ou moins, tu pourrais être libéré, et nous pourrions recommencer avec les enfants. C'était donc la véritable raison de sa visite, elle voulait que je me déclare volontairement coupable, promettant que Croissant m'aiderait à obtenir une peine minimale dans un établissement psychiatrique pour vétérans. Je n'en croyais pas un mot, mais je ne laissais rien paraître à Tracy. Au lieu de cela, je jouais le jeu. Ça me semble bien, Tracy, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir. En plus, je dois en parler à oncle Jacques. Je pense qu'il pourrait être d'accord. Il n'a pas beaucoup de preuves pour m'aider, comparé aux témoignages de toi, de Croissant et de Max. Fais-le pour toi, moi et les enfants, ajouta Tracy. Dans quelques années, ce sera comme si cela n'était jamais arrivé. Ce ne sera qu'un obstacle sur la route. J'en doute, dis-je. Tu as été avec un autre homme pendant des mois, tu voulais que je sois un homme trahi pour ton patron, tu as menacé de m'enlever mes enfants si je ne jouais pas le jeu et tu as fait de fausses accusations qui pourraient me mettre en prison pendant des années. C'est un gros obstacle sur la route. C'est pourquoi je veux que tu acceptes l'offre de Stanley. C'est la solution la plus simple pour nous tous, dit Tracy, les larmes aux yeux. Comme je l'ai dit, je vais y réfléchir, répondis-je une dernière fois. Nous avions fini. Je supposais qu'il était temps pour elle de partir, mais Tracy posa sa main sur la mienne et dit, peut-être pourrions-nous nous reposer ensemble quelques minutes. Tu me manques dans notre lit. Y a-t-il une chance que nous puissions nous endormir ensemble ce soir et oublier tout ça pendant quelques heures? Ça n'arrivera pas, Tracy, répondis-je fermement. Elle comprit le message. Accepte l'offre de Stanley, s'il te plaît, dit-elle alors que je l'accompagnais à la porte. Avant de partir, elle me prit dans ses bras. L'étreinte semblait sincère, mais je ne la rendis pas. L'audience avait pour but de déterminer si j'allais être retenu pour enquête. L'accusation était confiante. Comme prévu, ils mirent Croissant, Max et Tracy à la barre, où ils racontèrent leurs histoires bien répétées. Oncle Jacques posa une seule question à chaque témoin, jurez-vous que votre témoignage est véridique? Tous les 3 répondirent affirmativement. Oncle Jacques voulait s'attaquer à José, Miguel et aux principaux témoins, mais prouver leur tentative de me piéger n'était pas pertinent par rapport aux accusations portées contre moi, surtout que leurs efforts avaient échoué. Lorsque l'accusation se calma, ce fut au tour d'oncle Jacques. Avec la permission du tribunal, il commença, la défense aimerait présenter une bande vidéo des événements comme preuve. Cette bande est disculpatoire, votre honneur.
À ce moment-là, le procureur adjoint objecta, affirmant qu'il s'agissait de nouvelles preuves qui n'avaient pas été présentées pour examen. Il y a une raison à cela, expliqua oncle Jacques. La défense craint un parti pris de la part du procureur et du tribunal, et que nos preuves soient injustement bloquées. Avez-vous des preuves que le procureur est compromis, monsieur Carter, demanda le juge. La preuve est sur la vidéo, votre honneur, répondit oncle Jacques. Le juge, commençant à se lever, dit alors, vous, le procureur et moi viendrons dans mon bureau où je visionnerai la bande et déciderai de son admissibilité. Oncle Jacques l'interrompit, non, votre honneur, nous ne ferons pas cela. Pourquoi pas, demanda le juge, la colère montant face à cette défiance. Parce que, votre honneur, expliqua oncle Jacques, la défense ne fait pas confiance au tribunal pour être impartial, et nous ne risquerons pas que vous supprimiez nos preuves. Le juge, visiblement perturbé, demanda, accusez-vous le tribunal de corruption, monsieur Carter? Possiblement, votre honneur, répondit oncle Jacques. Pouvez-vous prouver votre accusation, monsieur Carter, ou cette preuve est-elle également sur la bande, insista le juge. Elle est sur la bande, votre honneur, confirma oncle Jacques. Je peux démontrer mon point si vous répondez à quelques questions, dit oncle Jacques. Le juge, sceptique, précisa, permettez-moi de bien comprendre, monsieur Carter, vous pensez pouvoir prouver la partialité de la cour à l'encontre de votre client en me posant quelques questions, est-ce exact? Oui, votre honneur, affirma oncle Jacques. Le juge, maintenant curieux, dit, très bien, monsieur Carter, posez vos questions, mais si vous échouez, nous visionnerons la bande dans mon bureau et je statuerai sur son admissibilité. J'accepte, votre honneur, acquiesça oncle Jacques, mais sachez que si cette vidéo est jugée irrecevable et que mon client est condamné sur la base des témoignages des 3 témoins de l'accusation, je diffuserai la bande aux médias et en ligne, indépendamment de la décision de la Cour. De plus, la bande contient des éléments qui mettront en question votre intégrité si vous ne la rendez pas publique. Le juge, se sentant menacé, rétorqua, j'ai l'impression d'être menacé, monsieur Carter. Avant que la colère du juge ne puisse s'aggraver, oncle Jacques demanda rapidement, votre fils aîné est à l'université, n'est-ce pas, votre honneur? Il fréquente l'académie de l'armée de l'air, n'est-ce pas? Oui, répondit le juge. Il est en première année. Entrer à l'académie de l'armée de l'air est très compétitif, n'est-ce pas, poursuivit oncle Jacques. Le juge hocha la tête. En effet. Oncle Jacques élabora, tout d'abord, votre fils a dû postuler par l'intermédiaire du député ou du sénateur de votre district. Ensuite, il a passé un examen de la fonction publique. En fonction des résultats, il a été sélectionné avec 9 autres candidats. Il a été envoyé à une base aérienne voisine pour un examen médical, un test de conditions physiques et des tests d'aptitude en tant que pilote et navigateur. De plus, il a dû passer des examens d'entrée à l'université. Tout cela est-il correct, votre honneur? Oui, répondit le juge, la fierté évidente dans sa voix. Il a obtenu un A- au lycée et faisait partie de l'équipe de natation chaque année. Vous êtes compréhensiblement très fier de lui, votre honneur. De plus en plus impatient, le juge exigea, venez en au fait, monsieur Carter. Oncle Jacques insista, le dossier de candidature de votre fils comprenait également 3 lettres de recommandation, n'est-ce pas? Tout à fait, monsieur Carter, confirma le juge. De qui provenaient ces lettres, votre honneur? Voyons voir, l'une venait de son entraîneur de natation, l'autre de son professeur de mathématiques. Qui a rédigé la 3e lettre, votre honneur? Demanda oncle Jacques d'un ton pointu. Le juge hésita avant d'admettre finalement, monsieur Stanley Croissant a rédigé une lettre de recommandation pour l'admission de mon fils à l'Académie de l'armée de l'air. Oncle Jacques saisit l'occasion en déclarant, monsieur Croissant devait bien connaître votre fils, à moins qu'il n'ait fabriqué une lettre remplie de mensonges. Le juge précisa, mon fils a travaillé dans le bureau de monsieur Croissant pendant ses années de seconde et de première au lycée. Il veut devenir avocat un jour. Donc, monsieur Croissant est un ami de la famille, enquêta davantage oncle Jacques. Il est plus une connaissance qu'un ami de la famille, et un associé professionnel dans certaines organisations juridiques auxquelles j'appartiens. Maintenant, votre honneur, vous pouvez comprendre les préoccupations de la défense quant à votre impartialité dans cette affaire, conclut oncle Jacques son interrogatoire. Le juge répondit, vous m'avez placé dans une situation qui remet en question mon intégrité, avocat. Permettez-moi de vous assurer que toute association avec monsieur Croissant n'influencera pas mes décisions, mais vous avez soulevé une question de perception. Le juge marqua une pause, puis leva les yeux et dit,
mettez la vidéo, avocat. Oncle Jake demanda au greffier d'atténuer les lumières et d'abaisser les écrans de projection de chaque côté du banc du juge. Oncle Jake se tourna vers moi et dit, « C'est l'heure du spectacle, Blake. » Il appuya sur la touche « Entrée » et la vidéo commença à être diffusée. Toute la scène se déroula devant le juge, l'accusation et le public du tribunal, tandis que Croissant me menaçait en disant, « Je connais personnellement la plupart des hauts responsables de la police. Je suis ami avec beaucoup d'avocats du bureau du procureur. J'ai même passé du bon temps avec certains d'entre eux. » Un murmure audible se fit entendre du côté de l'accusation. L'assistante du procureur baissa la tête sur la table et commença à sangloter. Nous la regardâmes tous pendant un moment avant qu'elle ne rassemble ses affaires et ne quitte rapidement la salle d'audience, toujours en pleurs. Oncle Jake continua de regarder la vidéo, tandis que Croissant, Max et Tracy tentèrent de quitter discrètement la salle d'audience ensemble, mais ils furent rapidement remarqués. Le juge leur ordonna explicitement de rester assis. Les adjoints du procureur restant regardèrent la vidéo jusqu'à la fin. Le procureur principal se leva rapidement, manifestement désireux de faire une pause, mais avant qu'il ne puisse demander, oncle Jake dit, « J'ai une autre vidéo. » Sans attendre la permission, oncle Jake lança la deuxième vidéo et expliqua qu'elle avait été enregistrée 2 semaines plus tôt, lorsque ma femme m'avait rendu visite à mon pavillon. Il appuya ensuite sur « Entrée » et la vidéo commença. Tracy réalisa l'ampleur de la vidéo. Elle montrait qu'elle avouait tout ce que Croissant avait tenté de me faire. « Blake, comment as-tu pu me faire ça ?» cria-t-elle. Après quelques minutes, Croissant comprit également la gravité de la situation. « Espèce d'idiote stupide. Tu l'as laissé t'enregistrer ? À quoi pensais-tu » s'exclama-t-il. Tracy n'avait aucune idée que lorsqu'elle m'avait rendu visite, j'avais réglé mon iPhone pour enregistrer tout ce qu'elle disait. Le téléphone était sur la table basse devant elle, caché par des livres et des papiers. Je l'avais allumé juste avant d'ouvrir la porte pour la laisser entrer. L'assistante du procureur demanda une pause pour examiner les nouvelles preuves. Oncle Jake remit les copies des vidéos sur des DVD à l'assistante du procureur. Le procès fut ajourné jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin, les 3 témoins de l'accusation étaient conspicuously absents. À la place du procureur adjoint, le véritable procureur du comté était assis à la table de l'accusation. Le juge lui permit de parler en premier. « Je serai bref, votre honneur, commença-t-il. Premièrement, toutes les charges contre M. Ramsay sont abandonnées. Nous pensons qu'il a agi en légitime défense lorsqu'il s'est défendu contre M. Croissant et M. Angèle. Ce fut une légitime défense plutôt violente, mais c'était de la légitime défense. Deuxièmement, mon bureau a émis des mandats d'arrêt contre M. Stanley Croissant, M. Max Angèle et Mme Blake Ramsay pour complot en vue de commettre un parjure, corruption, parjure, agression avec l'intention de causer des dommages graves, fausse déclaration à la police, dépôt de plainte mensongère et obstruction à la justice. De plus, mon bureau a été informé que M. Croissant a tenté de fabriquer de fausses preuves contre M. Ramsay. M. Angèle et Mme Ramsay étaient au courant de cela. Nous avons également identifié 2 suspects travaillant pour M. Croissant qui ont tenté de fabriquer de fausses preuves, et nous sommes en train de les arrêter. Stanley Croissant, Max Angèle et ma femme ont été arrêtés mais relâchés sous caution par la suite. Le procureur du district était furieux de découvrir que son bureau avait été compromis par Stanley Croissant au fil des ans, et il a commencé à purger tous ses collègues impliqués avec Croissant. Finalement, tous les accusés ont été condamnés. Stanley Croissant fut le seul à plaider non coupable, ce qui s'avéra être une erreur, car Max et Tracy plaidèrent coupables et témoignèrent contre lui. Croissant fut condamné à 11 ans de prison, Max à 7 ans et Tracy à 5 ans. José et Miguel furent arrêtés pour tentative d'obstruction à la justice et falsification de preuves. Le procureur les a montés l'un contre l'autre jusqu'à ce que Miguel craque et avoue, espérant une peine plus légère. Les 2 ont fini par purger de longues peines de prison. Stanley Croissant fut détenu à la prison du comté jusqu'à son transfert en prison d'État. Max et Tracy, cependant, se virent accorder 2 semaines pour mettre de l'ordre dans leurs affaires avant de se rendre au shérif. Max passa ce temps à préparer sa famille à son absence de 7 ans, espérant être libéré sur parole en 4 ans pour bonne conduite, comme son avocat le lui avait conseillé. Alors que la poussière retombait après tous ces événements dramatiques, la vie commença à reprendre son cours, mais avec des cicatrices qui resteraient à jamais. Blake réussit à reconstruire sa vie, bien qu'avec une profonde méfiance envers ceux qui l'entouraient. L'impact de cette trahison le poussa à devenir plus vigilant,
mais aussi à se rapprocher davantage de ses enfants, leur offrant un environnement stable et aimant malgré tout. Et vous, comment pensez-vous que Blake pourra surmonter ces épreuves? Croyez-vous que les peines reçues par Stanley, Max et Tracy étaient justes? Si vous étiez à la place de Blake, comment auriez-vous réagi? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter avec vos impressions et de partager avec vos amis. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Nous avons hâte de lire vos réflexions.